Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir confié dans une ville d'histoire, puisque le maire adjoint l'a rappelé que c'était une ville historique, donc de m'avoir confié cette lourde mission de présenter l'histoire. L'histoire, comme on va le voir, donc, qui commence assez loin, qui remonte en Égypte, je vais y revenir. Cette photo un peu montrant les différents aspects qu'on peut avoir de la santé, et puis une vision un peu plus habituelle maintenant que nous avons à travers la vision des populations. Alors, observation de la santé, c'est aussi données, bien sûr, c'est indicateurs, c'est notions d'épidémiologie, c'est un peu ces mots que je vais essayer de traiter dans cette première partie sur l'histoire, sachant que je serai forcément restrictif, réducteur, sûrement frustrateur pour certains d'entre vous, parce qu'il y a tellement de différences dans l'aspect de l'épidémiologie et de la santé publique depuis tant d'années que forcément je pourrais ne être que réducteur. Alors, c'est vrai qu'on a retrouvé un certain nombre de travaux, Papyrus Hébert, Edwin Smith, il y a quelques années, il y a maintenant plus de 200 ans que ces documents ont été trouvés, et qui montraient effectivement qu'une grande partie de travaux des Égyptiens montraient déjà des connaissances assez fortes sur les besoins d'observation. Et parallèlement, on a aussi trouvé des travaux qui montraient l'évolution de la mortalité en comparant l'Égypte du Nord à la basse Égypte. Et donc, on voit bien que cette notion de mortalité, elle va être d'ailleurs assez transversale dans ce que je vais vous présenter, puisqu'elle est aussi quelque part à l'origine de la création de la fédération. Bertrand Garros a été cité. Vous citiez quelqu'un qui était en 92, j'avais ce privilège d'en faire partie. Et donc, pourquoi je parlais de Bertrand Garros? C'était effectivement qu'il y avait un travail qui a été un peu fondateur de ce réseau des ORS, qui était la vague de mortalité, déjà aussi, par vague de froid. Ce n'était pas la canicule de 2003, c'était celle de 85, qui avait occasionné un nombre important de décès déjà, et qui finalement a été à la genèse de la création de cette fédération. Alors, une histoire un peu moins ancienne, c'est effectivement toujours les données de mortalité en Angleterre, avec les statistiques de mortalité qui commencent à être recueillies de façon générale. Donc, 1538, un peu plus de 100 ans plus tard, on commence à mesurer réellement les aspects d'épidémiologie, non plus simplement en recueillant systématiquement la donnée, mais en essayant effectivement de voir qu'est-ce qu'elle entraîne et de mesurer ses évolutions, et notamment autour des aspects que sont les épidémies, et particulièrement celle de peste, dans ces années-là. Une histoire plus récente, c'est effectivement la Révolution française, où là, vous voyez à travers ce qui vous est montré sur la diapositive que c'est un nouveau contexte qui commence à apparaître au niveau de la santé, puisque l'État a aussi pour mission, l'OMS le dira beaucoup plus tard, a aussi pour mission de se soucier de la santé de ses citoyens. Et donc, toujours en Angleterre, William Farr commence à créer cette première classification des causes médicales de décès, pas forcément dans un sens très rigoureux au sens de la classification des causes de décès, mais dans un sens qui nous intéresse tout à fait particulièrement aujourd'hui, qui sont les mesures de prévention sanitaire. Et puis, Picard oblige, j'étais bien obligé de montrer des travaux qui étaient à l'origine aussi de la santé sociale. Et Louis-René Villermé a travaillé sur les ouvriers travaillant à Amiens, mais pas d'ailleurs seulement à Amiens, mais en tout cas il a fait un gros travail là-dessus, et qui montrait effectivement la liaison assez forte, déjà à l'époque, entre les aspects de santé et les aspects sociaux. Et bien sûr, c'est ce qui va être largement aussi débattu dans les ateliers. Mais donc, vous voyez que ça a quand même un certain nombre d'années. Alors, plus récemment, effectivement, au XXe siècle, on commence réellement à s'intéresser à notre épidémiologie plus traditionnelle d'aujourd'hui, en essayant de mesurer les relations entre les données et puis tout un tas de facteurs extérieurs qui interfèrent sur ces données.
les mathématiques, la statistique, l'analyse de données, de façon générale, vous le savez tous qui êtes dans cette salle, repose sur un certain nombre de méthodes de traitement de données. Et donc, il y a un certain nombre de mathématiciens célèbres comme Fischer ou Pearson, par exemple, pour citer ces deux-là, qui ont effectivement contribué à prendre en compte les aspects de santé et notamment à s'intéresser aux enquêtes d'observation pour effectivement mesurer d'une certaine façon causalité et cette multifactorialité des maladies. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, je m'en excuse, mais simplement pour dire que les frères Huygens, alors j'aurais peut-être pu mettre pause au pluriel, le travail sur la mesure des probabilités au-delà de des seuls jeux de hasard et notamment commence à s'intéresser sur tout ce qui touche autour de l'espérance de vie. C'est les premiers travaux sur l'espérance de vie et on voit bien ces aspects-là. Bernoulli fera encore un peu plus dans ses applications et mettra en place tout un tas de thématiques autour de différentes disciplines. Alors aujourd'hui, bien sûr, les moyens informatiques se sont développés de façon importante. On sait très bien les uns et les autres que ce qui était dans une grande pièce comme aujourd'hui est réduit dans un petit ordinateur comme celui sur lequel je parle. Et donc, ça permet à beaucoup plus de personnes de traiter des bases de données, souvent volumineuses. On aura l'occasion sûrement d'y revenir à plusieurs reprises au sein de ce congrès. Et puis, qui dit base de données volumineuse, dit aussi expertise, technicité, avec notamment la gestion de ces bases de données qui devient de plus en plus importante et qui nécessite effectivement des requêtes et des expertises très, très fortes. Alors, l'observation de la santé, ce n'est pas avant Jésus-Christ, c'est avant HPST. Donc, en France, moins 50-60 ans avant HPST, qu'est-ce qu'il y avait ? La première des choses, c'est que dans l'après-guerre, on était dans cette conception encore un peu simpliste de l'absence de maladie. Et donc, avoir la santé, finalement, qu'est-ce que c'était ? C'était pouvoir travailler. Et il y avait cette acceptation assez large de l'OMS, que tout le monde, bien sûr, connaît dans cette salle, qui était notamment autour de cette notion de bien-être et de qualité de vie. Alors, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment il y a de nombreuses échelles de mesures de qualité de vie, mais les années 50, c'est commencer à reconnaître que dans la santé, c'est aussi autre chose que les soins et donc cette qualité de vie. L'environnement, on aura l'occasion, il y a notamment un atelier qui en parle, et puis c'est aussi cette compréhension de l'adaptation des populations à leur environnement d'une certaine façon, leur environnement traditionnel tel qu'il apparaît sur la ligne du dessus, mais aussi dans le comportement de ces populations. Alors, sur la France, bien sûr, on a les années 60, qui, vous allez le voir, sont effectivement assez riches. C'est le premier travail, notamment de l'état sanitaire des Français, à travers un rapport de l'INSERM. C'est aussi la création d'une section statistique au ministère de la Santé en 1962. C'est aussi, donc, on a parlé déjà à plusieurs reprises de la mortalité, c'est l'INSERM qui va s'intéresser, qui va répertorier, qui va prendre l'exploitation des causes de décès. J'ai fait une bêtise, là, sûrement, touchant la souris. Les années 70, ça va être un peu plus sur, effectivement, la mesure de l'état de santé des populations. Il faut que je touche à cette souris, donc, du coup. Voilà. C'est donc la notion de démarche épidémiologique qui commence dans la mesure des dispositifs, et puis c'est la mesure aussi des tableaux statistiques et l'appropriation en termes d'indicateurs. Alors Marcel Goldberg va intervenir dans quelques instants. Il était à l'origine de tous ces travaux avec notamment William Dabb, et c'est, comme vous le voyez à travers le logo qui vous est présenté, la création du premier ORS en Île-de-France en 1974. La fin des années 70, c'est aussi un congrès du centenaire de la Société française d'hygiène, de médecine sociale et du génie sanitaire qui va parler de la base scientifique des décisions en santé publique, avec une question qui, vous voyez, se posait il y a 35 ans, mais qui est encore tout à fait d'actualité, c'est comment adapter les moyens pour qu'ils soient les plus efficaces possibles aux actions qui vont être entreprises.
Alors les indicateurs devenaient une base de cette connaissance avec, vous voyez ce qui apparaît en bas, cette notion autour des indicateurs du besoin de fiabilité, d'une certaine disponibilité pérenne de cette information et donc d'une reproductibilité tant temporelle que spatiale, et puis bien sûr que ces indicateurs soient pertinents. On continue un peu notre rapprochement vers le jour d'aujourd'hui. 2 rapports donc, sur la santé en France. Donc, la première loi de décentralisation, vous savez qu'il va bientôt y en avoir une prochaine, on verra comment elle modifiera encore les aspects de santé par rapport à la précédente. Mais en tout cas, cette première loi de 1984 n'abordait pas la santé, ce qui pour les ORS d'ailleurs a été un problème, puisqu'ils étaient à la fois dans leur appellation, ils avaient le qualificatif de régional avec une structure qui, elle, n'avait pas les compétences, en tout cas les moyens pour la préparer. C'est le renforcement des échelons statistiques, c'est le développement de la recherche en santé publique et qui commence à apparaître aussi la notion de cette évaluation en santé. Alors, j'ai aussi pris la brochure de la Direction générale de la santé qui disait à cette époque « Poser le problème des indicateurs de santé », c'est poser le problème de la politique de santé. Donc on voit qu'on est dans cette définition qui commence à aller de façon assez forte sur la relation entre politique et puis notion d'indicateur. C'est pour les ORS, bien sûr, mais pas seulement pour les ORS, le rapport du doyen Cabanel, remis au Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, pour une meilleure connaissance de l'état sanitaire des Français, dans lequel un certain nombre de propositions pourraient toujours être utilisées au jour d'aujourd'hui, mais l'une d'entre elles était effectivement la recommandation de pouvoir mettre en place dans les régions des structures à l'identique de 2 qui existaient déjà, donc Île-de-France et Lorraine, et puis des observatoires économiques de l'INSEE qui effectivement se retrouvaient sur tous les terrains. Alors donc, paysage en 82, effectivement, 2 ORS, ORSAS et ORS Île-de-France, et puis 4 ORS qui apparaissent au cours de cette année 2002. Les logos qui sont présentés là sont bien sûr les logos de l'époque. Et donc, il y a une circulaire en mars 82 qui, effectivement, situe la place des observatoires de la santé, qui sera complétée, comme vous pouvez le voir en bas de la diapositive, d'une deuxième circulaire en juin 85 qui précisait un certain nombre de choses complémentaires, et notamment la composition des conseils d'administration. Et la détermination des besoins, effectivement, c'est avec ces acteurs de programmes régionaux de promotion de la santé, de comités consultatifs régionaux, d'acteurs régionaux, l'ORS ayant pour mission d'alimenter ces différentes structures créées au niveau régional. On poursuit un peu. Et donc, les années 90, alors là, j'aurais pu vous faire aussi, c'est assez rigolo d'ailleurs, des croix sur un certain nombre de structures qui ont été créées dans les années 90 et qui aujourd'hui n'existent plus, qui ont été remplacées par beaucoup d'autres. Vous pourrez sûrement jouer à ce jeu de hasard de déterminer celles qui existent encore ou celles qui le sont moins. Mais toujours est-il que beaucoup de données sont développées à travers tout un tas de structures et notamment aussi pour les observatoires, la dynamique des tableaux de bord régionaux sur la santé qui va perdurer de très nombreuses années, allant même jusqu'à la création du programme que vous pouvez voir par ailleurs sur les stands autour de la notion de score santé. 2000-2005, c'est encore des nouvelles structures, là aussi des appellations qui ont disparu ou qui sont toujours présentes. Je prends l'exemple du PRS qui ne veut plus forcément dire aujourd'hui ce qu'il voulait dire dans les années 90. Il y a une fois c'était programme, maintenant c'est projet, mais ces notions autour de santé étaient des notions importantes. Et il y avait aussi, dans ce début des années 2000, une réflexion sur des niveaux territoriaux qui étaient d'une autre nature que le seul niveau régional. Et puis, c'est bien sûr, en 2009, la loi portant réforme de l'hôpital, donc celle à laquelle je faisais référence au début de cette partie. Alors, le contexte de la HPST, c'est effectivement, vous le savez pour beaucoup d'entre vous,
le résultat d'un long processus de régionalisation engagé dans le milieu des années 90 à travers tous les noms, tous les sigles que j'ai pu vous présenter. Il y a effectivement cette volonté d'avoir une expertise renforcée au niveau régional avec un certain nombre de structures. Et puis le 1er avril 2010, c'est la création dans chacune des 26 régions de France d'une agence régionale de santé qui a un certain nombre de missions que vous pouvez lire sur la diapositive, et notamment les actions de prévention, de sécurité sanitaire, d'accès aux soins de qualité, et aussi, tel que HPST le disait, d'organisation territoriale des systèmes de santé. Alors, pour les ORS, cette loi, donc vous voyez qu'il y a un article important qui est dans les tout premiers articles, il y a effectivement le fait que les ORS, en tant que besoin, peuvent accompagner ces agences, et notamment sur la partie observation de la santé, comme vous pouvez le voir, mais bien évidemment aussi sur les autres thématiques qui sont présentées sur cette diapositive. Alors, la thématique du congrès, santé, social, médico-social, nouveaux périmètres, nouveaux enjeux, c'est aussi illustré à travers 3 schémas que je vais vous présenter, qui sont effectivement comment on élabore une politique, sachant qu'on est les uns et les autres dans cette salle, dans une partie des bulles, soit de décideurs, soit de grand public, soit cet amalgame d'autres qui mélange tout un tas d'acteurs, de professionnels à différents niveaux. Et donc, en regard de ça, il y a des attentes, des besoins, des enjeux, il y a des liens qui se font entre les différentes structures, les différents besoins, pour que, en final, le système et le partage d'informations puissent définir des priorités d'une part, mais les priorités ont aussi pour objet d'être hiérarchisées et donc de finalement privilégier cette hiérarchisation. Alors, bien sûr, la décision, c'est un processus itératif, et donc, face à cette information, indicateurs liés à la santé, indicateurs liés au système de santé, indicateurs sociaux, on va devoir avoir ce cheminement de prévoir, d'avoir des décisions, à partir de ces décisions, de mettre en place des actions, de mesurer ces actions à travers des évolutions qui vont redonner des informations, et l'observation à toutes les étapes de ce processus, effectivement, prend une part très importante. La troisième illustration que je veux vous présenter, c'est effectivement celle-ci, où le processus de décision, finalement, correspond à ce triangle entre l'état des lieux, l'offre et les pratiques de recours. Et donc, la décision autour de la partie santé, mais c'est vrai pour le médico-social et c'est vrai pour les aspects sociaux, souvent les uns étant d'ailleurs liés aux autres, se complexifie au jour d'aujourd'hui avec cette notion de territorialisation et de territoire. Le territoire, effectivement, fait appel à des enjeux majeurs, et notamment à travers ces déclinaisons multiples que l'on va voir très rapidement, bien évidemment, mais on est confronté à une triple prise en compte qui est finalement d'avoir une réalité statistique qui est parfois différente de la réalité du terrain et qui est souvent encore plus différente de la réalité politique. Et donc, on a cette conciliation d'avoir des territoires qui vont être de nature diverse. En France, vous savez, on a beaucoup de communes, 32 000, et donc on a cette unité de mesure qui, parfois, souvent, est suffisamment suffisante quand on a de l'information à ce niveau pour pouvoir faire de l'agrégation et avoir des données un peu plus importantes. Pour certaines grandes villes, comme par exemple celle où nous nous trouvons aujourd'hui, il est sûr que l'information au niveau communal n'est pas satisfaisante. C'est la raison pour laquelle, on ne va bien sûr pas commenter cette diapositive, mais vous voyez qu'il y a tout un tas d'unités géographiques qui sont des unités importantes, certaines disparaissant par rapport à ce qu'elles pouvaient être utilisées dans le passé et d'autres prenant une part plus importante. Je prends par exemple l'exemple des communautés de communes à travers cette appellation d'EPCI, qui sont sûrement des enjeux, les bassins de vie, et puis vous voyez qu'à travers les autres territoires de proximité, notamment pour les ARS, font appel à des nouveaux territoires et donc des nouveaux moyens d'aborder ces territoires. Alors justement,
on a besoin d'outils qui soient adaptés aux besoins des décideurs. Alors, j'aime bien présenter cette partie-là parce que c'était effectivement, bon, il y en a eu beaucoup de ces travaux. C'était l'Express qui faisait un classement des départements français à travers un certain nombre d'indicateurs. Certains posaient problème parce que c'était les jours d'ensoleillement. Enfin, on mélangeait un peu tout pour arriver à mesurer l'état de santé d'une population ou de façon plus générale, les endroits où il faisait bon vivre, comme c'était dit dans l'article. Fort heureusement, il y a des travaux qui sont un peu plus importants maintenant, qui permettent réellement de montrer les différences fortes qu'il peut y avoir au niveau d'un pays tel que la France, hein, parfois d'ailleurs dans des périmètres très rapprochés, et où on a effectivement une vision beaucoup plus importante des oppositions qu'il peut y avoir et des enjeux qui peuvent être menés autour de ces données-là. Alors, effectivement, derrière tout ça, il y a différents objectifs, et notamment qui sont révélés à travers les diagnostics de santé. Bien sûr, c'est améliorer la connaissance autour de ces outils-là, que ce soit de la situation sociale ou sanitaire, mais ça peut être aussi du niveau médico-social, et ça touche tout un tas de personnes qui sont montrées dans la parenthèse. C'est aussi travailler avec les ressources locales, les professionnels, les associations, qui vont être mobilisées d'une façon ou d'une autre pour mettre justement en place les actions. C'est aussi générer des consensus autour des constats qui, des fois, ne sont pas forcément toujours complètement évidents à faire, mais qui s'avèrent souvent très productifs lorsqu'ils peuvent être réalisés. C'est bien sûr la priorisation des problèmes à traiter, c'est repérer les facteurs qui peuvent être favorables aux différentes actions, et puis c'est aussi un aspect de mobilisation des acteurs, tout particulièrement bien sûr dans les actions locales. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de productions qui ont été faites, surtout sur les niveaux infradépartementaux, mais aussi dans des aspects de comparaison sur différents niveaux territoriaux. Et puis, c'est aussi autour de aspects bien thématiques de pouvoir repérer l'exemple, par exemple, des états départementaux des personnes âgées ou d'autres thématiques qui vous sont mentionnées ici. Il y a vraiment un enjeu très fort sur ces productions d'être des outils réels d'aide à la décision des partenaires nationaux. Alors, une construction partagée, c'est effectivement autour de ces diagnostics d'avoir en amont une observation généraliste qui va être menée au niveau régional, avec effectivement une analyse de données avec l'ensemble des institutions et organismes qui vont apparaître. C'est aussi de travailler sur des dispositifs spécifiques, donc beaucoup sont des aspects bien extérieurs à la santé, logement, transport, mais sont très interférents et très gradients sur les aspects de santé, ou par population, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, effectivement, l'objectif, c'est pouvoir accompagner les politiques sanitaires et notamment tout le suivi de ces politiques. Alors, pour cette dernière partie, les enjeux autour d'une observation partagée, eh bien, il y en a bien sûr de nombreux encore au jour d'aujourd'hui, malgré tout ce qui peut être dit. C'est effectivement couvrir le champ sanitaire, le champ médico-social, le soin, la prévention, l'ambulatoire, les prises en charge en établissement. Tout ça a été dit par les premiers orateurs, mais donc on voit bien la pluridisciplinarité qu'il faut avoir et l'enjeu de toutes ces thématiques. Forcément, à partir du moment où l'information se complexifie, ça veut dire aussi qu'il va y avoir besoin de méthodologies qui soient de plus en plus rigoureuses, avec des approches quantitatives, mais de plus en plus des approches qualitatives pour améliorer, comprendre, expliquer ce que peut ou ne peut pas faire directement l'aspect quantitatif. Et ça se fait aussi entre niveau régional, niveau national. Il y a un certain nombre de travaux qui sont réalisés par les ORS dans cette dimension qui le montrent bien. C'est bien sûr le pilotage en synergie entre les commanditaires et les opérateurs, et donc de permettre le partage, me semble-t-il, c'est important, entre finalement les utilisateurs, les décideurs et les usagers.
Et ensuite, c'est effectivement la réflexion à avoir, donc ce que j'ai déjà dit un tout petit peu, mais effectivement de compléter cette réactivité avec les acteurs au niveau le plus fin des territoires, et encore une fois qui sont nombreux comme on a pu le voir, pour la détermination des priorités et des actions. Alors, sur les orientations, le lien santé sociale, vous vous doutez bien, on a vu déjà les travaux d'il y a plus de 250 ans qui montraient cette relation forte. Et donc, il est important, il y a un rôle des plateformes sanitaires et sociales sûrement au jour d'aujourd'hui encore à développer, notamment effectivement avec les aspects d'ARS qui s'occupent de santé et de médico-social et de RJSCS qui s'occupent plus de la dimension sociale. Ça a été rappelé d'ailleurs il y a 2 jours lors de la conférence nationale de santé à Paris. L'état des lieux médico-sociaux qui n'est sûrement pas au niveau de celui actuel de la santé et du social, parce que c'est complexe, parce qu'il y a sûrement une expertise historique moins importante, et donc il y a un vrai besoin de renforcer cela. Il y a aussi des déficits, me semble-t-il, dans un certain nombre d'informations et dans toute cette tranche d'âge de santé au travail qui fait qu'on a encore besoin de mettre en place des outils ou, sûrement dans cette dimension-là, d'utiliser des outils qui sont sûrement que partiellement utilisés. La relation épidémiologie et l'efficience du système, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'aujourd'hui, elle est encore plus qu'hier importante. Et puis, toujours, le partage d'informations qui est à la base réellement de l'élaboration des politiques. En matière de données, ça veut dire quoi? Je l'ai un peu entredit, c'est notamment avoir le plus souvent sur les données de l'information au niveau communal. Parfois, on l'a au niveau code postal, ça pose des problèmes. Mais pour des grandes communes, le fait d'avoir la commune, ce n'est pas suffisant. Donc, le besoin d'avoir sûrement une autre unité géographique. On sait qu'on y réfléchit au niveau national pour qu'il y ait des autorisations. Marcel Goldberg, je pense, en dira peut-être un petit mot dans sa présentation. Il en parlera sûrement puisqu'il est au fait de cette actualité sur les appariements de fichiers pour permettre notamment la liaison entre santé sociale. C'est aussi peut-être d'avoir dans certaines enquêtes de santé des modules sociaux comparables qui puissent permettre de passer d'un recueil à un autre en ayant quelques informations de nature sociale dans les recueils de santé. C'est notamment aussi le cas sur les extensions régionales. Bon, les extensions régionales ont été des outils qui ont été mis en place au début des années 2000 en parallèle des enquêtes nationales. Je pense notamment au baromètre santé, à l'enquête décennale santé et à un certain nombre d'autres. C'est sûrement aussi coûteux, c'est de toute façon coûteux. Les enquêtes nationales sont même en ce moment rediscutées. Donc, on a, nous, à avoir une réflexion aussi comment utiliser des portions d'outils pour travailler sur ces aspects-là. Car derrière, effectivement, il y a le coût des fichiers de données. Il y a aussi les contraintes statistiques. Il y a un certain nombre, je vous ai rappelé, certaines lois autour des informations concernant les communes. Et puis, il y a des enjeux importants au niveau des conventions partenariales à mener avec les structures. Donc, sur les 3 dernières diapositives, en introduction des personnes qui vont parler sur cette table ronde. D'abord, vous l'avez vu, 40-50 ans, c'est donc l'âge mûr, donc pour l'observation sûrement. On a vu à travers les diapositives que je vous ai présentées que c'était un besoin récurrent, en tout cas que les populations s'étaient emparées d'une certaine mesure de l'évolution. Comment mieux la faire reconnaître, l'observation de la santé, comment mieux faire reconnaître le besoin de cette observation de la santé. C'est une question qui nous est posée à tous, qui est sûrement posée encore une fois aux gens de la table ronde. L'information sur la santé, malgré tout ce qu'on a pu dire, demeure encore insuffisante à tout niveau, alors que, on l'a vu parallèlement, les moyens, notamment informatiques, de traitement se sont développés. Donc, comment améliorer cette information sur la santé ? La santé a un décideur, vous le savez, au moins au niveau régional, HPST oblige, mais d'autres acteurs sont importants dans l'élaboration, notamment sur tous les aspects de prévention. Comment mieux les intégrer dans les dispositifs ? C'est aussi une des questions centrales à nous poser, à la fois aujourd'hui et dans
les années à venir. Et puis la démarche qualité, priorisation des actions qui doivent encore être améliorées et commencent donc se donner les moyens d'avoir des outils aussi d'une approche qualité la meilleure. Donc une première question, toutes ces interrogations peuvent-elles trouver une réponse finalement avec l'évolution du paysage institutionnel, donc qu'on a pu mesurer à travers le temps, et avec cet élément tout particulièrement contraignant au jour d'aujourd'hui, qui est le contexte économique. La deuxième diapositive, c'est autour de l'information, dont les responsables de la santé ont besoin, mais les responsables de la santé au sens OMS du terme. Et donc, c'est prendre des informations sur les besoins de la collectivité, l'éducation, le logement, l'emploi, l'environnement. C'est les contraintes, donc les règles, les traditions, la législation. Et puis, c'est aussi le comportement d'autres vecteurs de décision. Et donc, vous avez tous ceux qui, quelque part, interfèrent quelque part dans ce lobby autour des aspects de santé et de priorisation de ces aspects de santé. Et donc, une seconde question qui est bien qu'intégrée au cœur du système, les dispositifs, les structures qui vont faire de l'observation, doivent-elles être identifiées du reste du système quant à leurs réflexions, leurs analyses et leurs constats? C'est quelque part cette notion d'indépendance qui est souvent difficile à obtenir et qui est souvent parfois remise en cause pour des raisons pas toujours très faciles à comprendre. La dernière chose que je voulais dire, c'est effectivement, on est à un congrès des ORS, la place des ORS. Bon, ce qu'ils font aujourd'hui, effectivement, c'est de produire de l'information, de la valider, de la croiser, de l'interpréter, etc., etc. Vous pouvez lire la diapositive. Et puis, c'est en permanence, en adaptation avec les attentes, les besoins des commanditaires qui vont faire ce travail, en ne donnant pas, bien sûr, un sens péjoratif au mot commanditaire, puisque c'est souvent un partage de l'information. Donc, une dernière question, peut-être qui est aussi importante. Les ORS ont été innovateurs d'un certain nombre de produits. J'ai été, bien sûr, assez rapide pour les présenter. Mais au jour d'aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels les ORS devraient renforcer, voire développer leur expertise pour être en phase avec les nouveaux besoins? C'est vraiment l'une des questions qui est un fil rouge un peu de ce congrès, que nous aurons de toute façon les uns et les autres, une question que nous aurons à répondre au moins dans les semaines ou les mois à venir. En tout cas, c'est une question qui me semble importante pour qu'une observation de la santé puisse continuer à exister. Voilà. Avant de passer donc le témoin, je voulais simplement remercier un certain nombre de personnes qui m'ont aidé à élaborer cette communication et puis des travaux importants, notamment sur toute la première partie. Et vraiment, merci beaucoup à eux et je vous remercie de m'avoir écouté.